Karine Jacquemart, bonjour. Bonjour. On se retrouve pour discuter de la suite de cette commission d'enquête sur l'alimentation industrielle, pour parler de la malbouffe, pour utiliser ce terme générique qui est facilement compréhensible de tous. Est-ce que déjà d'emblée, pour démarrer, vous pourriez vous présenter et nous présenter ce que fait Foodwatch sur le domaine? Donc Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France, qui est une association européenne 100% indépendante. En fait, on est en train de développer un contre-pouvoir citoyen pour plus de transparence vraiment dans le secteur de l'alimentation et l'accès à une alimentation saine pour tous. Donc ça passe par des enquêtes, le fait d'interpeller les industriels, les fabricants-distributeurs, mais aussi les responsables politiques au niveau national et européen, pour mieux protéger les droits de tous à être informés et puis surtout à ne pas se poser la question quand on mange de savoir si on va tomber malade ou pas, ce qui aujourd'hui pose problème, comme on l'a vu avec ce travail de la commission d'enquête sur la malbouffe. D'accord, très bien. Donc plutôt une action ciblée sur l'information, la transparence vraiment sur l'information qui est délivrée aux consommateurs. Le changement des pratiques aussi, en fait. Donc vraiment un changement des pratiques de la part des industriels, que ce soit dans leur communication, qu'ils arrêtent notamment d'induire en erreur les consommateurs avec le marketing sur les emballages qui parfois est vraiment détourne la réalité des produits, mais aussi du coup un changement des pratiques politiques. Par exemple, on demande à ce qu'il y ait une réglementation européenne pour interdire les huiles minérales dans les aliments qui sont des dérivés d'hydrocarbures dangereux pour la santé. Par exemple, on demande une réglementation, on va en parler je pense, sur la publicité qui cible les gamins pour la malbouffe. Donc on va vraiment plus loin que l'information. L'information, c'est un droit. Mais le droit surtout, c'est que tout le monde puisse accéder à une alimentation saine et ne pas tomber malade de ce qu'il mange. Et pour ça, les autorités publiques doivent protéger les citoyens et les citoyennes, et les entreprises ont évidemment une forte responsabilité aussi. Clairement. Donc vous avez aussi des actions, plus largement effectivement que l'information et la transparence. Vous parliez des allégations nutritionnelles. On sait aujourd'hui qu'il y a quand même au niveau de l'Europe le problème de ces profils nutritionnels qui ne sont toujours pas publiés. Est-ce qu'il y a une action légale que vous menez en tout cas pour aller contraindre les industriels à respecter aujourd'hui les directives européennes, ou en tout cas même forcer la Commission européenne à publier enfin ces profils nutritionnels? Est-ce que c'est un registre aussi de vos actions, ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore exploré? Non, absolument, c'est vraiment un objectif de Foodwatch à l'échelle européenne. Un des objectifs que ce qu'on appelle les nutrient profiles, donc effectivement les standards nutritionnels recommandés par l'Organisation mondiale de la santé, soient adoptés par la Commission européenne et donc tous les États membres européens, pour que ça puisse servir de référence. Par exemple, lorsque un industriel se pose la question: est-ce que je peux marquer sur mon emballage qu'il y a un bienfait pour la santé, ou est-ce que je peux faire de la publicité ciblant les enfants? On voudrait que ces standards puissent servir de critères. En fait, ce qu'il faut pour les gens, c'est que le choix le plus sain devienne le choix le plus simple, à la fois dans l'offre, dans ce qui est dans les rayons du supermarché, et à la fois dans l'information qui est immédiatement disponible sur les emballages. Donc ces informations, par exemple nutritionnelles, si elles étaient adoptées de façon officielle au niveau européen, feraient partie d'un package qui aiderait grandement les consommateurs et consommatrices. Bon, clairement, la simplicité, elle n'est pas du côté des règlements européens. Moi, je me suis collé à la lecture de ces règlements qui aujourd'hui réglementent justement l'affichage de ces allégations. Et bon, c'est quasi incompréhensible pour le commun des mortels, mais moi qui suis un petit peu averti, j'ai dû relire à plusieurs fois pour essayer de comprendre, et surtout il y a un nombre de dérogations qui est quand même assez incroyable. Je pense à ce que j'ai lu sur les aliments spécialisés à destination des plus jeunes enfants ou des nouveau-nés, et où on voit que en fait, c'est la porte ouverte à toutes sortes d'allégations qui sont juste incroyables et trompeuses. Donc c'est un des enjeux quand même importants. On a besoin, oui, en effet, il y a peut-être ce qui apparaît comme un paradoxe, mais qui ne l'est pas. On a besoin de ces réglementations qui parfois peuvent paraître un peu épaisses, mais on en a besoin. Pourquoi? Parce que sinon on a l'idéologie, et d'ailleurs le gouvernement en France et beaucoup d'autres États membres nous le répètent, on a l'idéologie qui consiste à dire: ne mettons pas de réglementation, faisons confiance aux entreprises et appuyons-nous sur des engagements volontaires de la part des entreprises. Ce fameux engagement volontaire. Voilà, ce qui ne marche pas, donc on a besoin de réglementation. En revanche,
revanche, ces réglementations européennes nécessaires, il y a deux problèmes. Il y a des trous dans la raquette, il manque certains éléments. Par exemple, nous, on voudrait que la réglementation européenne oblige les autorités publiques des États membres à informer les consommateurs tout de suite quand il y a non seulement un risque pour la santé, mais aussi quand il y a une fraude. Ça n'est pas le cas, donc on veut plus de transparence. Mais un autre problème, c'est que ces réglementations ne sont pas toujours efficacement mises en œuvre. C'est le cas de la traçabilité. On l'a vu avec les œufs, plusieurs scandales alimentaires. Les œufs contaminés au fipronil, Lactalis qui est parti dans 86 pays, etc. Mais c'est aussi le cas, par exemple, sur les allégations de santé. Donc il faut savoir que c'est la Commission européenne qui doit valider le fait est-ce que oui ou non une entreprise, un distributeur peut mettre sur l'emballage que ça a des bienfaits pour la santé. Comme produit a des bienfaits pour la santé. Et il faut savoir qu'il y a 2000 allégations de santé qui sont toujours en attente de validation à la Commission européenne. Et là, le problème, c'est pas qu'ils en font trop, c'est qu'ils en font pas assez. Parce que tant que ces allégations ne sont pas évaluées officiellement, les industriels, les fabricants peuvent les utiliser. Donc on est dans une zone grise. Donc il faut de la clarté et surtout il faut de l'efficacité avec ces réglementations au niveau européen, tout simplement pour protéger la santé et le droit à l'information des gens. D'accord. Donc un des leviers, c'est quoi? C'est que d'obliger la Commission européenne à faire enfin son boulot, notamment là, sur cet exemple des allégations de santé, c'est l'exemple parfait de l'inaction. Est-ce qu'on peut l'expliquer, cette inaction? Moi j'ai quelques idées là-dessus, mais... On peut tout imaginer. Il y a un mélange, de toute façon, le poids des lobbies de l'industrie agro-industrielle sur les décisions en Europe, il n'est plus à démontrer. Malheureusement, il est immense, de l'importance aussi qu'il y ait un travail de contre-pouvoir citoyen. Et donc il y a ça, et puis après il y a peut-être la question des moyens et des priorités. Nous, quand on dit transparence, c'est évidemment l'information qui est mise sur les emballages pour les gens, mais c'est aussi la transparence des autorités sur les contrôles qui sont faits, sur les problèmes sanitaires ou les scandales alimentaires vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des consommateurs, des citoyens. Mais c'est aussi obliger la Commission européenne à rendre des comptes, effectivement, de si elle fait son boulot ou pas. Donc là, par exemple, 2000 allégations de santé en attente, ça n'est pas acceptable parce que c'est laisser une marge de manœuvre bien trop grande pour les industriels et il faut effectivement les obliger à faire le boulot et à rattraper ce retard. D'accord. Sur l'affaire de la fraude, de la traçabilité, vous dites qu'on n'a pas les retours quand des fraudes sont constatées. C'est parce que l'outil n'existe pas aujourd'hui ou c'est parce que il n'est sciemment pas utilisé qu'on met ça plutôt sous le tapis et puis on dit pourvu que personne ne s'en aperçoive, et parfois la presse sort des choses. J'ai souvenir l'été dernier du scandale qui n'a pas été un scandale puisqu'il a été très peu relayé, des Greenyards, je crois, qui produisaient des légumes surgelés qui avaient été contaminés. Il faudrait que j'amène l'enquête et on a publié des articles à ce sujet. Mais en fait, ça n'a pas percé, enfin je veux dire, personne s'en est ému. Effectivement, et ce qu'on dénonce, alors il y a deux choses. En fait, dans la réglementation européenne, il n'est pas dit clairement que les autorités publiques de chaque État membre doivent informer immédiatement les consommateurs et consommatrices quand il y a une fraude, par exemple. Donc quand il y a un risque pour la santé, ils sont obligés de le faire. On peut critiquer qu'ils ne le font pas assez vite, c'est ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on est vigilant. Mais quand il y a une fraude, ils n'y sont pas obligés. Voilà. Alors ça, par exemple, nous on demande à Foodwatch qu'au niveau européen, ça se soit renforcé dans la réglementation. Et puis après, il y a des choses qui peuvent être décidées dans les États membres. C'est-à-dire que si la réglementation européenne a été vraiment enrichie après le scandale de la vache folle au début des années 2000, il y a une marge de manœuvre au niveau national, en France par exemple. Donc tout ce qui est contrôle et sanctions, par exemple, ça relève de la responsabilité des États membres. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit il y a énormément de contrôles qui sont faits. Et il faut vraiment que les moyens soient gardés d'ailleurs pour les autorités publiques en France pour qu'il y ait des contrôles qui soient faits et qu'on ne laisse pas seulement les entreprises faire leurs autocontrôles. C'est-à-dire quand on se bat, nous, dans l'hémicycle pour demander à ce que la DGCCRF, donc la répression des fraudes et de la consommation, ait des moyens humains, c'est qu'il y a un vrai enjeu derrière. C'est pas juste une utopie ou une vision... C'est essentiel, parce que, bien sûr, c'est essentiel, parce que s'il n'est pas déraisonnable, et c'est d'ailleurs la réglementation, de dire aux entreprises, vous avez une responsabilité d'autocontrôle de votre côté, et vous devez remonter l'information quand il y a un problème, ce qui a d'ailleurs fait largement défaut dans l'affaire Lactalis, mais il est évidemment de la responsabilité finale des autorités publiques
de contrôler les entreprises et de contrôler les contrôles des entreprises. Donc on ne peut pas se défausser. Donc il faut qu'il y ait des moyens qui soient gardés et qui soient renforcés même au niveau des autorités publiques pour pouvoir faire ces contrôles. Mais il faut qu'il y ait plus de transparence. Donc Foodwatch, on a lancé une pétition pour demander à ce que les résultats de tous les contrôles officiels sur l'alimentation soient rendus publics. Par exemple, la DGCCRF va mettre sur son site qu'ils ont fait des contrôles sur du safran et que, en l'occurrence, c'était 81%, je crois, du safran contrôlé présentait des non-conformités. Ben, ok, mais c'est qui? Il n'y a jamais le nom des marques, il n'y a jamais le nom des entreprises. Donc encore une fois, plus de transparence obligerait les entreprises à rendre plus de comptes. Donc il y a des choses qu'on peut faire au niveau national, même s'il est important qu'au maximum les choses soient harmonisées en Europe. Alors prenons l'exemple du safran, c'est marginal peut-être, mais c'est assez parlant. Donc si demain j'achète du safran, j'ai 8 chances sur 10 d'acheter un produit qui n'est pas conforme, parce qu'il n'y a pas d'obligation de retrait de ces produits qui sont non conformes, ou comment ça se passe exactement quand la DGCCRF constate une non-conformité? Alors, eux s'adressent aux entreprises concernées, aux fabricants et distributeurs pour qu'ils corrigent, et ils sont censés suivre des mesures correctives. Alors, s'il y a un risque pour la santé, là, il y a des procédures de retrait de rappel. S'il n'y a pas de risque pour la santé, c'est plus une discussion pour suivre des mesures correctives. Nous, simplement, ce qu'on dénonce et ce qu'on demande, on demande qu'il y ait plus d'informations sur quelles sont ces entreprises, quelles sont les mesures correctives. Pas tant pour diaboliser ceux qui, à un moment donné, auraient été pointés du doigt, mais aussi pour restaurer de la confiance. Quand on dit qu'il faut restaurer la confiance des consommateurs, très bien. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour restaurer la confiance que de la transparence? Donc ça, par exemple, c'est très important, parce que si on reste dans un climat d'impunité et d'opacité, alors c'est la porte ouverte à ce que les scandales alimentaires continuent, et surtout c'est le contraire de pouvoir rassurer les consommateurs et consommatrices. Donc sur le contrôle des GCCRF, communication sur les fraudes, voilà, transparence. Après sur le registre sanctions, vous disiez que les sanctions étaient effectivement du registre aussi de l'État membre. Oui. Est-ce que l'arsenal coercitif est suffisant justement pour faire appliquer les réglementations aujourd'hui à l'intérieur même des États membres, et notamment ici en France? Alors on a brossé l'ensemble de cet arsenal, et on a décrit d'ailleurs le contexte réglementaire européen en le simplifiant dans un dossier sur l'affaire Lactalis, publié donc sur le site de Foodwatch. Mais pour vous répondre sur la question des sanctions en particulier, l'arsenal a quand même été renforcé en théorie suite à la loi consommation il y a quelques années. Donc quand effectivement on voit que l'entreprise comme Lactalis risque 10% de son chiffre d'affaires, ça n'est pas ridicule comme sanction théorique. Théorique. C'est là que le bas blesse. Exactement. La question c'est à quel moment des sanctions dissuasives sont effectivement décidées, appliquées, de façon à ce que ça envoie un signal très fort aux entreprises de dire en fait, effectivement, on va faire en sorte de ne pas recommencer. Aujourd'hui, il y a un sentiment d'impunité parce que finalement, des sanctions, il y en a très peu. Des scandales alimentaires, il y en a plusieurs ces dernières années, et des sanctions, il n'y en a quasiment pas. On attend d'ailleurs, sur l'affaire Lactalis, une information importante. Donc, Foodwatch, d'autres associations et des parents ont porté plainte dans ce dossier. En l'occurrence, nous, on a porté plainte en ciblant non seulement Lactalis, mais aussi les distributeurs qui n'avaient pas fait les rappels, les laboratoires dont le rôle dans les résultats de tests et la remontée d'informations ou non nous paraissent peu clairs. Et un juge d'instruction a enfin été nommé au mois d'octobre dans ce dossier. Donc voilà, le dossier avance, et on espère que ça permettra de mettre le doigt sur toutes les responsabilités, et que cette fois il y aura des sanctions. Des réelles sanctions à suivre. D'accord. Sur les précédents scandales, on parlait eofipronil, on l'a abordé, tout ça, il n'y a rien, en termes de sanctions, il ne s'est rien passé du coup. Non, pas pour le moment. Les choses continuent à être suivies aux Pays-Bas, mais pas pour le moment. Et surtout, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les leçons ne semblent pas être tirées. Donc là encore, Foodwatch a fait une publication diffusée à tous les députés aussi européens pour dire attention, la traçabilité, qui est une obligation dans la réglementation européenne, est clairement pas suffisamment mise en œuvre, puisque dans le cas des eofipronil, dans le cas des légumes dont vous parliez, c'est intéressant, c'est cet été en fait. On parle de quoi? On parle de légumes surgelés qui viennent d'une usine en Hongrie, qui étaient en fait contaminés par une bactérie,
et qui s'est retrouvé pendant plusieurs années distribué. Donc ces légumes se sont retrouvés pendant plusieurs années distribués dans plusieurs pays européens. Et il y a même eu malheureusement quelques décès, alors pas en France, mais dans des pays européens. Et quand on cherche à retracer ça, on se rend compte, et c'est l'enquête que Foodwatch a publiée, on a l'information qu'une usine en France a été touchée en 2017. Et quand on demande l'information aux autorités publiques, moi ils me l'ont dit les yeux dans les yeux, la personne au cabinet du ministre de l'Agriculture m'a dit les yeux dans les yeux il y a à peine 3 semaines, 1 mois, non, je ne vous donnerai pas le nom de l'entreprise. Alors que je lui disais, l'idée c'est pas de stigmatiser cette entreprise, c'est d'avoir l'information sur du coup quelles mesures ont été prises derrière, juste pour comprendre et pour être transparent. Eh bien il y a une rétention d'informations. Donc cette traçabilité c'est un problème et le manque de transparence ne fait que l'aggraver. D'accord. C'est pas tout à fait rassurant tout ça. Non, alors si ce n'est que j'ai une bonne nouvelle, c'est que tout ça est parfaitement évitable et qu'il y a des solutions pour tout ça. Puisqu'il y a une réglementation qui, à 90% est déjà là, mais ne demande que à être appliquée avec plus de rigueur et d'efficacité. Et que tout ce qu'on demande, que ce soit sur la transparence, sur la traçabilité, tout ça, c'est absolument possible de le mettre en œuvre. Il y a une vraie question d'abord de responsabilité des entreprises, d'où la nécessité de sanctions dissuasives. Il y a des entreprises vertueuses, mais non, elles ne le sont pas toutes, loin de là. Et ensuite, il y a une vraie question de volonté politique. Effectivement, vous le disiez, si compte tenu de toute l'information, toute la connaissance qu'on a de tout cela, il est décidé de réduire le budget de la DGCCRF ou de la DGAL, qui est la Direction Générale de l'Alimentation, donc son pendant au ministère de l'Agriculture, eh bien ce serait scandaleux et aberrant, puisque au contraire, pour mettre les choses en œuvre et protéger les citoyens et citoyennes, à la fois dans leur droit à l'information et leur santé, il faut du contrôle, évidemment. Et pas de l'autocontrôle. On a du contrôle de la puissance publique sur la qualité de ce qui est... Le rôle de la puissance publique restera le rôle de la puissance publique. D'accord. C'était les discussions qu'on avait dans la commission d'enquête sur les fameux engagements volontaires dont on a parlé au tout début. Si on s'en remet juste à la bonne volonté des entreprises et des industriels, on voit où ça nous mène. Donc il faut un vrai contrôle de la puissance publique pour l'intérêt de tous. Ok. Voilà un premier panorama de cette réglementation. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse aller sur le terrain du coup, effectivement, quelle est la volonté politique, et donc moi en tant que législateur, et puis pour reparler de la proposition de loi, qu'est-ce que les décideurs politiques pourraient aussi proposer en termes d'encadrement légal pour faire que notre alimentation soit plus saine, parce qu'on parle beaucoup de sûreté, mais elle est sans doute sûre, mais pas saine, et puis pour faire que on sorte un petit peu de cette zone où effectivement tout le monde tourne un peu les yeux et la tête quand il s'agit de s'attaquer à aujourd'hui un pan de l'économie qui, il faut le dire aussi clairement, pèse lourd en France. Donc quelle solution législative, quelle avancée on pourrait imaginer? Moi je propose dans cette loi, cette proposition de loi, 4 articles. Je propose qu'on en discute et que vous me donniez votre sentiment là-dessus. Les 2 premiers qui sont, on va dire, sur un registre plus technique, c'est comment on produit nos aliments et qu'est-ce qu'on met dedans. Donc avec la première proposition qui est de réduire le nombre d'additifs. Est-ce que ça répond aujourd'hui à une nécessité d'améliorer notre alimentation et en tout cas de sortir de cette controverse aussi qui existe sur tous ces additifs, parce que là encore on a un problème de comment ils sont homologués, l'information qu'on a dessus, qui produit l'information. Je pense que c'est un sujet que vous avez creusé, qui produit l'information pour que ces additifs soient autorisés. Et souvent on voit que c'est les industriels. Donc ça c'est le premier article, additif. Et le deuxième qui est de réduire aussi les taux de sel, de sucre et d'acides gras pour enfin que les aliments qui sont produits dans ce pays se conforment aux réglementations de l'OMS et que dans notre ration journalière, on arrive enfin au seuil préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir pour le sel autour de 5 grammes par jour, si ma mémoire est bonne. Pour le sucre, je pense que c'est 25 grammes journaliers, et puis pour les acides gras trans, c'est 2,2 grammes, je pense, de mémoire, qui sont autorisés. On en est bien loin, on est sur tous ces sujets au moins au double. Donc voilà, quel regard vous portez sur ces 2 premières propositions? Est-ce que ça vous semble
quelque chose de raisonnable, efficace, ou est-ce que c'est quelque chose qui passe à côté de l'essentiel? Je ne sais pas, j'ai besoin d'un avis. Bien sûr, non, mais ça fait partie des choses évidemment qu'on a brossées. Le diagnostic de l'impact de l'alimentation sur la santé, et notamment cette croissance, cette épidémie, dit l'Organisation mondiale de la santé, de maladies chroniques, dont les questions de diabète, obésité, mais aussi les cancers. Ça, c'est le diagnostic, donc il faut y répondre. Ça veut dire qu'effectivement, la composition des produits alimentaires qui sont commercialisés et évidemment doit être une partie de la réponse. Et donc là encore, c'est pas sur des engagements volontaires qu'on va s'en tirer. Donc il faut effectivement qu'il y ait un cadrage de façon à changer tout simplement la composition des aliments. Alors ça a deux aspects. Il y a l'aspect nutritionnel. Donc effectivement, on en parle déjà avec le taux de sel, de sucre, acides gras, le côté malbouffe, et ce sera intéressant de reparler de la publicité qui cible les enfants. On le fera peut-être après. Et il y a la question des additifs. Alors les additifs, oui, il y en a beaucoup. La question c'est quoi? C'est que les scientifiques nous alertent en plus sur le risque d'effet cocktail. Donc je ne suis pas toxicologue moi-même, mais quand on parle avec les toxicologues, ils disent qu'il faut plus de recherche, mais on a déjà assez d'éléments aujourd'hui pour être inquiet. Parce que quand on a à la fois dans un produit industriel potentiellement et des dérivés, des résidus de pesticides, et des huiles minérales, dossier auquel Foodwatch tient parce que personne n'en parle et c'est invisible à l'œil nu. Ce sont des dérivés d'hydrocarbures potentiellement cancérogènes et des perturbateurs endocriniens qui peuvent venir même d'autres catégories. Et une liste effectivement de plus de 300 additifs autorisés en Europe, dont certains controversés pour la santé. Dont certains contiennent des nanoparticules aussi, on voit un problème émergent. Absolument, plus des nanoparticules. On imagine bien que si dans une pizza qui contient 30 additifs, il y a potentiellement tout ça. Chacun pose question pris séparément, mais ce que nous disent les scientifiques, c'est imaginez mis ensemble, on n'a aucune idée de l'effet cocktail, et l'idée qu'on a, c'est qu'on est plutôt inquiet sur l'impact que ça peut avoir sur la santé. Donc l'idée c'est quoi? La solution c'est quoi? C'est évidemment pas simplement de se contenter de dire chacun va aller avec son smartphone dans les rayons. J'ai rien contre les applications, elles sont utiles parce qu'on fait face à un vide aujourd'hui d'informations et un problème de santé publique. Et la réponse c'est pas on doit dépendre d'un smartphone pour se demander si j'achète telle céréale ou telle autre, est-ce que je vais mettre ma santé en danger? C'est absurde d'être dans un système comme ça et ça n'est pas acceptable. La réponse c'est qu'est-ce qu'on fait effectivement pour limiter les risques que dans le produit que je vais acheter, il y ait quoi que ce soit qui pose un problème de santé. Donc réduire les additifs, ça me paraît être une solution extrêmement utile et qui va dans le bon sens. Je dirais juste, c'est peut-être pas la seule, parce qu'il faudra aussi, mais ça c'est dans le système global, prendre en compte les résidus de pesticides, les huiles minérales. Oui, on est d'accord. Alors la problématique des effets cocktails, c'est qu'aujourd'hui, déjà les études des additifs un par un, mais aussi des résidus, etc., c'est effectivement que ce sont des études partielles qui sont produites par les industries qui veulent les homologuer, et que sur les effets cocktails, quand on interroge l'EFSA, qui est l'autorité de sécurité des aliments au niveau européen, ils nous disent on n'est juste pas capable humainement d'analyser ces effets cocktails parce que c'est un travail gigantesque. Et donc comment on fait face? J'ai fait un calcul, je ne suis pas très très fort en maths, mais j'avais regardé si on prenait juste des combinaisons d'additifs par 5 sur les 338 existants, on arrive à plus de 40 milliards de possibilités différentes. Donc c'est illusoire de penser qu'un jour on arrivera en plus, si on rajoute les pesticides, les nanoparticules et tout ce qu'on a cité, et les hydrocarbures, d'arriver à avoir une évaluation scientifique des effets cocktails. Donc comment on fait pour se prémunir de ces effets cocktails dont effectivement tout le faisceau d'études et de présomptions montre que c'est en train de nous tuer à petit feu, pour être très, très clair. Bien sûr. Quelle est la solution? Le principe de précaution, c'est-à-dire que plutôt que d'avaler l'argument qui consiste à dire on a besoin de plus d'études, il faut des preuves scientifiques, alors que vous venez de le dire, ça représenterait des milliards de possibilités, et non. Il se trouve qu'en plus, il faut renverser la logique, puisqu'on a un principe de précaution dans les traités européens et dans la Constitution française, dont le sens est de dire la charge de la preuve
Elle n'est pas sur le citoyen ou le responsable politique qui veut protéger la santé des consommateurs. La charge de la preuve, elle est sur le fabricant. Donc à partir du moment où on a un soupçon légitime par rapport à la santé, et là les alertes des scientifiques sur les effets cocktails sont largement suffisants, on doit, par principe de précaution, tout simplement faire en sorte de limiter ce risque. Limiter ce risque, ça veut dire quoi? Limiter le nombre d'additifs. Paraître une bonne chose. Quand il y a des additifs qui sont controversés pour la santé, comme le nitrite de sodium, qui sert pour rendre le jambon rose et mieux le conserver, il faut l'interdire tout simplement, parce qu'en plus on sait qu'il y a des alternatives possibles, et il faut donc faire en sorte d'obliger les fabricants, quand ils fabriquent les produits, à ne pas mettre dans le produit alimentaire qu'on va ingérer, c'est quand même pas anodin pour la santé, à ne pas mettre des substances potentiellement dangereuses pour la santé. Point. Rien ne nous oblige à rajouter des substances chimiques, notamment quand elles peuvent porter préjudice à la santé. Enfin, ce système est un système qui marche sur la tête. On est d'accord là-dessus. C'était intéressant effectivement de venir sur cette affaire du principe de précaution qu'on a un petit peu oublié au nom du principe de comment ils appellent d'innovation. Ça, d'innovation ou de réalité économique. Enfin voilà. Mais derrière, on voit que ça nous coûte, parce que quand on parle de réalité économique, ces affaires-là, on parlait de santé publique, c'est des milliards d'euros, c'est autour d'1 milliard d'euros sur les effets de l'obésité. Sur le diabète de type A, c'est autour de type 2, pardon. Le diabète de type 2, c'est autour de 19 milliards d'euros par an. Je parle par an. C'est la direction du Trésor, qui, comme son nom l'indique, c'est bien compter ses sous, indique que ça nous coûte à tous très très cher. Donc il y a vraiment effectivement un principe de précaution qui n'est pas à l'encontre aussi d'économie pour nous tous en termes de santé. Donc ça c'est un point essentiel. Alors peut-être pour passer sur les articles suivants, puisqu'on en parlait d'information, aller sur le registre de ce qui concerne la publicité et l'éducation, c'est aussi ce qui intéresse, j'allais dire, fortement ou en premier lieu, puisque c'est intimement lié à ce que l'on disait tout au début, c'est sortir de ces informations trompeuses ou mensongères, souvent qui nous sont apportées par les industriels pour vendre leurs produits. Donc quel est votre regard, vous, sur cette publicité de l'industrie agroalimentaire? Comment on fait pour s'en détacher, ou en tout cas protéger les plus faibles qui aujourd'hui sont nos plus jeunes concitoyens, qui sont très perméables aux messages publicitaires, notamment en ce qui concerne l'alimentation. Et puis on pourra peut-être basculer juste après avoir discuté de la publicité sur du coup comment on fait pour redonner aux enfants et aux adolescents un esprit critique qui leur permet de juger, alors pas seulement d'un message publicitaire, mais aussi de pouvoir décrypter une composition d'un aliment, ou en tout cas comprendre ce qui est aujourd'hui leur est proposé dans les rayons des supermarchés. Oui, c'est un sujet essentiel parce que quand je vois l'impact, encore une fois, de l'alimentation sur la santé, je trouve ça fou, quoi. Et quand je vois l'impact que ça a sur les enfants, du coup, ça m'agace encore plus, parce que la question de discrimination sociale et le fait que la malbouffe, finalement, est un marqueur social et touche les populations les plus fragiles, que ce soit socialement ou que ce soit en l'occurrence les enfants, c'est une réalité et c'est largement documenté. Donc effectivement, Foodwatch, on prône là encore au niveau européen, mais ça n'empêche pas d'avancer pays par pays, une règle très simple, que d'ailleurs on n'a pas inventée et qui n'est pas quelque chose de complètement excessif, puisque c'est là encore une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Donc si on se mettait à écouter les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé, qui est quand même une institution assez sérieuse et reconnue, déjà on avancerait, quoi. Et alors elle dit quoi, l'Organisation mondiale de la santé? Elle dit qu'en effet, il faut encadrer, réglementer, et en l'occurrence, nous, on demande une interdiction ciblée, la publicité, le marketing, pas pour tous les produits alimentaires. Pour les produits alimentaires, trop gras, trop sucrés, trop salés, donc sur la base des critères de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé Europe, donc c'est objectif comme critère. Donc pour les produits trop sucrés, trop gras, trop salés, et qui ciblent les enfants. Ça, c'est niet.
Pourquoi? Parce qu'effectivement, on habitue les enfants, on les pousse à manger des produits notamment trop sucrés, et puis après on commence à connaître le cercle vicieux, ils deviennent addicts, et puis on n'en sort pas. Or, en France, il faut quand même savoir qu'il y a un enfant sur 6 qui est en surpoids ou obèse. Un enfant sur 6 au pays de la gastronomie. Donc il y a quand même des signaux qui ne vont pas. On a porté cette demande depuis longtemps en Europe. Il se trouve que plusieurs députés de plusieurs groupes ont déposé des amendements en ce sens lors du projet de loi agriculture-alimentation. Du coup, ça a commencé à faire un débat public, y compris dans les médias, donc c'est une bonne chose. Malheureusement, ça n'a pas été adopté. Or, là, c'est vraiment évident qu'il faut protéger la santé des enfants et que c'est le rôle des autorités publiques. Donc, effectivement, cette mesure-là reste absolument prioritaire. Et j'espère qu'elle sera adoptée très prochainement. Alors je vais me faire l'avocat du diable, c'est souvent ce qui nous est retourné, mais comment vous jugez qu'une publicité, sa cible, c'est les enfants? Parce qu'on voit qu'il y a des procédés marketing très malins, ils sont très forts pour tout ça. Comment on arrive à définir, est-ce que vous avez du coup, j'imagine, travaillé sur comment on définit quelque chose, un message publicitaire qui est à destination des enfants? On en parlait récemment avec un scientifique qui nous disait ce qui l'offusquait le plus, c'est ces publicités où en fait, sous prétexte de donner de l'amour à ses enfants, on leur dit vous achetez une barre de chocolaté et c'est comme ça que vous allez être aimant auprès de vos enfants. Donc est-ce que c'est destiné aux parents? Est-ce que c'est une pub qui cible les enfants? Donc on voit que les cerveaux du marketing arrivent toujours un petit peu à détourner. Comment on fait pour dire ça c'est un message qui est destiné aux enfants et comment on peut le qualifier en termes législatifs, je vais dire? C'est quelque chose que les industriels, Coca-Cola et autres nous répondent régulièrement. Bien sûr, c'est pour ça que je disais que je me faisais l'avocat du diable. Bien sûr, mais du coup on est assez à l'abri dans un premier temps. Parce qu'avant qu'on arrive dans cette zone grise où les choses ne sont pas claires, prenons quelques exemples, vous allez voir c'est très clair. On a par exemple la marque Capri Sun, vous savez ces petites boissons dans les sachets. Donc on a une pétition qui cible Capri Sun parce qu'on leur a demandé d'enlever des personnages de dessins animés de leurs emballages, ce qu'ils ont fait. Mais à côté, et alors qu'ils nous faisaient des courriers en disant on ne cible pas les enfants, on cible les parents, au même moment, ils étaient partenaires du film qui sortait au cinéma, Le Petit Spirou. Alors quand je suis partenaire du Petit Spirou, je cible qui? Bon, je cible les enfants, c'est assez clair. Quand sur Facebook, ils organisent des anniversaires pour les enfants, ça cible les enfants. Quand il y a des produits alimentaires très sucrés qui font une publicité télévisée au moment de l'émission The Voice Kids, oui, même pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, c'est les enfants. Les parents peuvent adorer regarder The Voice Kids, mais effectivement, ce sont les enfants. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas que cette mesure se limite à la télé, parce qu'en effet, là, on serait à côté de la plaque. Tous les médias, l'internet, les jeux en ligne. Voilà, exactement. Et les jeux aussi, parce qu'il y a des jeux, ce qu'on appelle les advert games, avec avec les petits biscuits Oreo qui courent, qui sautent partout, voilà. Donc tout ce qui est jeu, tout ce qui est associé à des émissions de télé, tout ce qui est avec des youtubeurs. Combien de youtubeurs font la promotion des Coca-Cola et d'autres produits? Tout ce qui est pendant la Coupe du Monde, Foodwatch l'avait dénoncé, si vous achetez tant de produits, on vous offre un maillot de l'équipe de foot. Tout cela, ça cible les enfants. Et donc si déjà on arrive à réglementer ça, on aura réglé une bonne partie du problème. D'accord. Donc en fait l'idée c'est commençons par déjà ce qui est très évident et on aura déjà éliminé une grande part du problème et après on verra comment on va dans ces zones un petit peu effectivement moins définies de ce qui cible les enfants. Oui, absolument. Et si cela veut dire, parce qu'évidemment dans certains cas, cela va vouloir dire un manque à gagner de revenus, de publicité pour par exemple les chaînes, tout simplement les groupes audiovisuels, ça on l'entend. Donc il ne s'agit pas de punir, si vous voulez, les chaînes ou les acteurs audiovisuels, il s'agit de dire aux autorités publiques, aux députés puis au gouvernement qui devrait le mettre en œuvre, de dire, écoutez, c'est très simple, la DG Trésor, donc le ministère de l'économie, effectivement estime à 20 milliards d'euros le coût social de la surcharge pondérale en France. Là, moi j'ai entendu parler, j'attends d'avoir les documents, mais j'ai entendu parler de peut-être 600 ou 900 millions de pertes de revenus. C'est le chiffre que j'avais moi au moment de la remise du rapport, voilà. 600 millions, et j'avais fait le rapport avec les 6 milliards de nos enfants, les 6 millions de nos enfants qui sont dans la tranche d'âge en fait concernée,
des très jeunes jusqu'au préado. Donc 600 millions pour 6 millions de nos gamins, c'est 100 euros par tête. Je veux dire, nos enfants valent mieux que ça. Et puis là, on a les 20 milliards du coût social d'un côté, donc 600 millions de pertes, mais c'est pas très difficile d'imaginer un mécanisme de compensation pour que ce soit pas les chaînes ou je ne sais qui aurait une perte suite à cette décision. Et en marge de ça, de protéger les gamins, et du coup de faire des économies substantielles sur la suite, c'est-à-dire sur la santé. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. En fait, c'est une question aussi, toujours pareil, on nous oppose toujours des arguments, alors quand ils ne sont pas ceux que je disais sur comment cibler pour les enfants, après c'était le manque à gagner. Mais on a beaucoup de mal à avoir des chiffres précis, justement, parce que ça serait aussi une façon peut-être de les surestimer, qui permet d'écarter cet argument-là en disant non, vous mettez en péril l'audiovisuel. Et puis ça, c'est de la tuyauterie, c'est-à-dire que là, quand il y a un choix politique clair qui est fait, et que la santé, on donne les moyens. Bien sûr, et si la santé publique est enfin mise en priorité, d'autant plus que là, économiquement, ce qu'on demande a aussi du sens. Après, le reste, c'est de la tuyauterie de comment on fait. Et un dernier point, c'est que ce qu'on nous a dit aussi beaucoup, y compris de la part du gouvernement, qui changera peut-être d'avis, ou peut-être qu'il y aura une loi, ce qui sera encore mieux. Mais ce qu'on a beaucoup entendu, là encore, c'est « ne vous inquiétez pas, on va demander aux entreprises de prendre des engagements volontaires encore plus forts. Et ne vous inquiétez pas, il y a une charte du CSA, donc le Conseil de l'audiovisuel, qui va être revue de façon à limiter un peu tout cela. » Eh bien, Foodwatch, on l'a documenté au niveau européen. Mes collègues en Allemagne ont publié un document en anglais, mais dont les conclusions ne vous surprendront pas. L'ensemble des entreprises qui se sont engagées à ce qu'on appelle le EU Pledge, qui est donc en fait une charte volontaire européenne où les entreprises comme Coca-Cola et les autres disent on va s'engager à ne pas cibler les enfants de moins de 12 ans, etc. Ils ne tiennent même pas ces promesses-là. Donc non seulement ces promesses sont insuffisantes, en plus des engagements volontaires, ça veut dire que toutes les entreprises ne sont pas à la même enseigne et n'ont pas les mêmes obligations. Et par ailleurs, ils ne font pas ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Donc, d'où peut-on croire? Je ne le reproche même pas, si vous voulez. Je ne dis pas que toutes les entreprises sont mauvaises, malveillantes. Pas du tout. Mais ce ne sont pas des associations de 1900. Non, ce ne sont pas des philanthropes. Ce ne sont pas des philanthropes. Il n'y a pas de contrainte, ils ne le font pas. Exactement. Et même s'ils le font, il n'y aura que quelques-unes d'entre elles. Or, protéger la santé des citoyens et des citoyennes et des enfants, c'est mettre la même règle pour tout le monde, et c'est que quand je vais dans un supermarché pour acheter à manger pour ma famille, je n'ai pas à me poser la question de savoir qui s'est engagé à quelle charte volontaire ou pas. Je sais qu'il y a une réglementation, que les autorités publiques ont veillé à mettre une règle juste et équitable, et que je suis rassuré sur ce que j'ai... sur ce que je vais manger, et que quand mes gamins sont sur une tablette ou devant la télé, pas des cochonneries. Ils ne vont pas être incités à la malbouffe. D'accord. Donc on parle des enfants, du coup ça nous fait venir sur le dernier sujet, le dernier des articles, c'est l'éducation, l'éducation à la nutrition. Moi je propose dans cet article 4 de cette proposition de loi que nos enfants, de la maternelle jusqu'au collège, puissent bénéficier d'1 heure de formation par semaine à la nutrition. Parce que effectivement les savoirs de base sont essentiels, mais savoir manger aujourd'hui c'est quand même aussi très important. Et donc il faut leur donner les moyens alors, de décrypter des messages publicitaires si par cas ils venaient à en croiser à la télé ou ailleurs, même si on souhaiterait que ce soit interdit, ou simplement lire des étiquettes de produits. Est-ce que ça vous paraît une mesure utile qu'on redonne une culture alimentaire, je ne sais pas comment la qualifier, à nos enfants pour qu'ils arrivent à s'y retrouver aujourd'hui dans cette jungle et puis surtout dans ce foisonnement de marketing qui nous vend pas forcément les meilleures choses pour notre santé. Oui, bien sûr. Enfin, l'éducation, c'est une part absolument essentielle. Reconnecter aussi à la terre, savoir faire la différence entre une courgette et une aubergine et savoir d'où elles viennent. Enfin, à un moment donné, c'est aussi parce qu'on est très hors sol, quoi. Donc, si on est hors sol et qu'on est connecté aux tablettes et que les tablettes ne font que des jeux avec des biscuits Oreo et du Capri Sun, on ne va pas s'en sortir. Donc, c'est absolument essentiel. J'alerte simplement sur le fait, mais c'est aussi du coup le mandat de Foodwatch d'être sur un aspect complémentaire. J'alerte sur le fait que ça ne suffit pas, parce qu'on entend aussi beaucoup du coup mais on va s'occuper plutôt de l'éducation plutôt que de changer la façon dont les produits sont fabriqués.
Donc l'éducation ne suffit pas parce que tant qu'on nous sert des produits, tant que sont commercialisés des produits dans lesquels il y a des substances potentiellement dangereuses pour la santé, mais invisibles à l'œil nu, tant qu'il y a des produits commercialisés avec des étiquettes qui prétendent que c'est bon pour la santé, alors qu'il y a 30 additifs et du sucre ajouté sous 15 noms différents, on a beau être éduqué, alors tout simplement, c'est pas possible de décrypter ce qu'il y a dans ces produits. Sauf à être un expert. Mais même, en fait. Même. Mais même, moi, je suis incapable aujourd'hui dans un supermarché de vous dire s'il y a des huiles minérales dans tel ou tel produit sec en emballage en carton. Je suis capable de vous dire quel est le pourcentage de chances qu'il y en ait, mais c'est invisible à l'œil nu et il faut des tests en laboratoire très spécifiques pour le dire. Donc, éducation, bien sûr, c'est essentiel. Il ne faut pas que ça fasse oublier, mais vous ne l'avez pas fait puisque c'était les premières propositions, mais c'est important de le garder en tête. C'est d'avoir les deux bouts du. Bien sûr, et puis de continuer à être en capacité aussi de dénoncer, pour faire avancer les choses, certaines pratiques de certains industriels et le besoin de réglementation publique pour que les règles du jeu soient claires et les mêmes pour tout le monde. D'accord. Très bien. Donc ne pas oublier les deux bouts du problème. On a pas mal balayé sur ces 4 propositions, ces 4 articles sur plusieurs domaines. Est-ce que si demain vous aviez à pointer vraiment le point d'entrée essentiel, est-ce qu'il est dans ces 4 points-là ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous apparaît comme très important qu'on aurait peut-être oublié d'aborder et qui serait aussi une façon de sortir de cette malbouffe, en tout cas vraiment d'accélérer en tout cas la transformation de notre alimentation. On en parle de reconnexion, je pense que c'est important de reconnecter la production avec l'alimentation, parce qu'aujourd'hui nos enfants pensent aussi que leur alimentation pousse sur les rayons des supermarchés. Est-ce que c'est un point qui est important, qu'il faut mettre en avant, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui pour vous semblent encore plus urgentes? Oui, je pense qu'il faut mettre en avant ce point de reconnexion parce que, si vous voulez, juste sur la partie éducation, quand on achète une pizza qui a 30 additifs mais qu'on ne s'est pas posé la question et que finalement on ne sait pas de quoi une pizza de base faite à la maison serait faite, ben oui, on n'a pas d'élément de comparaison, alors du coup on tombe un peu dans le... Certains nous opposent parfois en disant vous êtes anxiogène, quoi, vous cherchez à faire peur, vous jouez sur les peurs. On ne joue pas du tout sur les peurs, vraiment on fait part de choses qui sont factuelles, qui sont la réalité. Mais pour autant, effectivement, s'il y a une reconnexion, il y aura une meilleure compréhension de tous que non, 30 additifs c'est juste pas normal dans une pizza. Donc voilà, donc ça c'est important. Sur la question de savoir si l'essentiel est couvert, je pense que oui, mais encore une fois, au-delà, il faut un point d'entrée. Donc les additifs c'est un bon point d'entrée. Il y a d'autres substances potentiellement dangereuses qui contribuent aujourd'hui à ces effets cocktails et à augmenter finalement les risques pour la santé dans les produits notamment très transformés. Ça, je pense qu'il faut vraiment s'y attaquer. Ça fait partie du débat qui est en cours par ailleurs sur les résidus de pesticides et plus de réglementation et sortir de tout cela. Après, pour finir aussi sur une note encourageante, on disait les solutions existent, c'est une question de volonté politique. Même d'un point de vue économique, les solutions que l'on prône ont du sens. La bonne nouvelle aussi, c'est que les industries peuvent bouger. 2 exemples sur les huiles minérales. 6 des plus grands distributeurs en France, alors même qu'on n'a pas encore de réglementation ni européenne ni nationale, se sont engagés, eux, à faire en sorte qu'il n'y ait pas des huiles minérales dangereuses pour la santé, et ils le font, ils font un système de contrôle, etc. Donc eux aussi, quand ils veulent, ils peuvent, et quand on les oblige un peu publiquement et avec la pression citoyenne, on arrive à les faire bouger. Et on le voit aussi avec le Nutri-Score. Oui. Alors le Nutri-Score... On n'en a pas parlé, mais... Oui, alors parce qu'il est déjà en route, quelque part, au niveau politique. C'est un peu le contre-exemple Nutri-Score, il n'est pas obligatoire, c'est facultatif, donc on est peut-être presque du coup dans un registre des engagements volontaires, et pourtant il est en train, si je peux me permettre la métaphore alimentaire, de faire tache d'huile et d'être adopté partout en Europe et même au-delà, parce que j'ai vu qu'au Maroc notamment il avait été aussi question qu'il soit mis en place rapidement. Donc, est-ce que c'est du coup pas un contre-exemple et encourageant du coup? Alors, il faut le voir à différents niveaux, oui et non. C'est-à-dire que déjà, en 2010, les associations de consommateurs, et dont évidemment Foodwatch, voulaient qu'il y ait un logo nutritionnel du type Nutri-Score obligatoire partout en Europe. Là encore, obligatoire, c'est pas que je suis fan des règles, c'est la seule façon de mettre tout le monde aux mêmes règles et
avec les mêmes droits. Et le lobby de l'industrie agroalimentaire à l'époque en Europe a dépensé 1 milliard d'euros pour bloquer ça. Donc quand le gouvernement français, il y a 3 ans, et le nouveau gouvernement a continué à appuyer, ce qui pour le coup est une bonne chose, ont décidé de prôner le Nutri-Score en France, ça ne peut être que sur base volontaire. Donc il faudra quand même qu'on résolve le problème et qu'on arrive à faire contrepoids pour de nouveau faire en sorte que non seulement le Nutri-Score soit adopté, mais qu'il soit obligatoire au niveau européen. Maintenant, le fait qu'il soit que volontaire, en effet, il y a plus de 80 entreprises en France qui s'y sont engagées. Maintenant il y a aussi la Belgique qui suit, il y a des distributeurs en Espagne et en Allemagne, donc on avance. Mais il y a des gros comme Nestlé, et pour ne pas les citer encore, les Coca et les Pepsi-Cola et les Unilever et les Mondelez, qui pendant un moment déjà ont voulu faire contre-feu, créer de la confusion, stratégie des lobbies bien connue, avec leur logo à eux, complètement fantaisiste. Basé sur des portions, enfin, des choses incompréhensibles. Bonne nouvelle, ils viennent de l'abandonner, donc c'est quand même une victoire voilà, des contre-pouvoirs en face. En revanche, ils n'ont pour autant toujours pas adopté le Nutri-Score. Donc il y a encore des gros mastodontes, on va dire, de l'industrie de la malbouffe qui résistent. Et on leur a écrit. Leur notoriété leur permet de contrecarrer, j'allais dire, les effets commerciaux négatifs de ne pas l'adopter, parce qu'on voit que ceux qui l'adoptent, c'est parce qu'il y a un effet commercial, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent beaucoup avec leur porte-monnaie. Bien sûr. Parce que c'est quand même des entreprises, effectivement, on disait qu'ils ne sont pas philanthropiques, qui ont pour objet de générer du profit. Et donc, quand ils voient que commercialement, ça leur porte préjudice, ils l'adoptent. Là, on est sur des géants qui, du coup, dont la notoriété les met pour l'instant un petit peu à l'abri de... Ils devront y venir, mais c'est juste pour dire, voilà ce que ça donne quand c'est volontaire. C'est qu'il y a une déperdition d'énergie et une perte de temps, que du coup, il y a des camps qui se créent, on doit dénoncer que... Voilà. Donc, c'est une perte de temps et d'énergie. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que dans les 80 entreprises françaises qui se sont déjà engagées, plusieurs ont pris des engagements de reformulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ils doivent afficher, et ben, c'est dans leur intérêt d'afficher évidemment une meilleure couleur, une meilleure lettre. Donc ils sont en train de revoir les recettes de leurs produits. Ça, c'est le côté vertueux. Et donc là où ils ont pendant longtemps finalement, et ils le reconnaissent quand on discute avec eux, retiré un peu trop de nutriments dans l'alimentation, dans les produits transformés, et ils les ont remplacés notamment par du sucre ajouté sous plein de noms différents, ce qui donne aujourd'hui les résultats qu'on connaît, et bien ils sont en train de dire, ok, donc là on revient en arrière. Et ça, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que des outils comme le Nutri-Score, ça sert à la fois à informer les gens tout de suite sur l'emballage du produit, mais ça sert aussi à donner une motivation aux entreprises pour revenir un peu en arrière et avoir des meilleurs produits. Super. Je propose qu'on conclue sur cette note optimiste. Il faut. Merci Karine Jacquemort pour cette discussion autour de la malbouffe et de comment justement on pourrait en sortir ou au moins améliorer rapidement la qualité de notre alimentation. Merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir de se revoir pour discuter d'une prochaine loi peut-être sur l'alimentation si elle voit le jour. En tout cas, voilà, on aura cette proposition de loi. Et ce rapport de la commission d'enquête est vraiment très utile parce que là, pour le coup, tout un groupe de députés de différents groupes ont vraiment produit ce document qui, j'espère, servira à plusieurs projets de loi parce qu'il met vraiment le doigt sur le problème et des solutions. En tout cas, on a une compilation déjà de beaucoup de choses très utiles. Qui seront utiles à faire un beau projet de loi alimentation quand l'heure sera venue. Bon, super. Merci bien. On n'a rien oublié. On a fait à peu près le tour.